Bienvenue dans Restauration et Inspiration, le podcast qui explore toutes les problématiques de la restauration. Je suis Baptiste Robelin, avocat d'affaires spécialisé en droit de l'hôtellerie et de la restauration, associé du cabinet Novelo. Et moi, Nelson Lopez, conseiller en ouverture de restaurant et cofondateur de Cococ. Chaque mois, nous donnons la parole à un acteur du secteur, chef, fournisseur, expert. Pour vous inspirer, vous donner des conseils concrets et anticiper les évolutions du marché. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Restauration et Inspiration. Aujourd'hui, on va parler avec notre invité Gaëtan Matrulot. On va parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur en tant qu'avocat, c'est le droit au rebond. C'est l'idée que quand on est chef d'entreprise, on a le droit de se tromper. Ça peut arriver. On peut même parfois connaître des affres telles que la faillite, la liquidation judiciaire. Et pour autant, on peut rebondir. Voilà. C'est cette idée, c'est ce message qu'on a envie de vous faire passer aujourd'hui. C'est ce dont on va parler avec Gaëtan. Et alors, je vous le dis tout de suite, Gaëtan a un parcours totalement atypique. C'est un profil extrêmement atypique. D'abord, Gaëtan, il aura l'occasion de nous expliquer ce que c'est. Il est administrateur judiciaire. Et c'est, je crois, le seul administrateur judiciaire en France, et peut-être même que c'est la première fois que ça arrive dans cette profession, il aura l'occasion de nous le dire, je pense qu'il en sait quelque chose, qui a en fait connu une reconversion professionnelle, puisqu'il était dans sa prime jeunesse, bien qu'il soit encore jeune et plein d'allant, il était restaurateur. Et ça, c'est très particulier. Et pour moi, en tant qu'avocat expert dans le domaine de la restauration, c'est très précieux d'ailleurs de connaître quelqu'un comme Gaëtan, parce que quand on parle droit, quand on parle de procédure collective sur le secteur de la restauration, qui est un secteur que je connais bien, et bien avec Gaëtan, on parle avec quelqu'un qui connaît ce métier de l'intérieur, voilà, qui connaît jusqu'au fourneau, qui sait comment ça se passe. Et si Gaëtan est devenu administrateur judiciaire, je ne vais pas tout vous dire, je vais le laisser parler, c'est aussi parce qu'il a justement connu des difficultés en sa qualité d'exploitant lorsqu'il était restaurateur. Il a connu les difficultés auxquelles certains d'entre vous peuvent faire face, auxquelles certains d'entre vous feront peut-être face un jour, même si on ne vous le souhaite pas. Et c'est un modèle, un exemple extraordinaire de quelqu'un qui a su rebondir et faire de ses faiblesses, du moins de son échec d'un temps, le succès d'aujourd'hui. Gaëtan, salut. Comment vas-tu ? Très bien, merci Baptiste. Bonjour à tous les deux. Tout va bien, je vous en remercie. C'est un grand plaisir de pouvoir échanger avec vous sur le thème du droit au rebond et plus particulièrement de vous faire part de à la fois mon expérience en tant que restaurateur à succès et puis par la suite restaurateur ayant rencontré des difficultés, et également de vous faire part de ma reconversion en tant qu'administrateur judiciaire établi sur Paris. Donc je suis ravi et je suis tout à fait disposé à répondre à l'ensemble de vos questions et de partager avec vous ce beau moment. Tout le plaisir et l'honneur est pour nous, Gaëtan. Justement, première question qu'on voulait te poser avec Nelson, puis d'ailleurs surtout Nelson, parce que pour le coup, lui, comme il n'est pas avocat, c'était plus énigmatique pour lui. C'est quoi un administrateur judiciaire ? Déjà, que ce soit clair. Alors, un administrateur est un auxiliaire de justice. Il exerce une profession qui est extrêmement réglementée, puisque nous sommes 165 administrateurs judiciaires inscrits sur une liste nationale des administrateurs judiciaires. Donc, qui dit liste nationale implique la notion de compétence nationale, donc on peut intervenir auprès de tous les tribunaux de commerce et judiciaires situés en France. Et nous appartenons à une profession qui est intégrée au sein d'un Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, puisqu'il existe évidemment la profession de mandataire judiciaire. Et en règle générale, des missions nous sont confiées par les différents tribunaux de commerce ou tribunaux judiciaires. Ce champ d'intervention est assez large puisqu'il existe plusieurs missions, de types de missions qui peuvent nous être confiées, qu'il s'agisse de mandats
dans le cadre de procédures amiables, aussi bien que dans des situations un peu plus délicates où les entreprises se trouvent en réelle difficulté, et plus particulièrement ont demandé l'ouverture d'une procédure collective. Et il existe enfin plusieurs types de missions, telles que les administrations provisoires, qui sont des missions très particulières puisque les pleins pouvoirs, en règle générale, nous sont confiés par le tribunal pour intervenir dans une société qui rencontre des difficultés au niveau de la direction de l'entreprise. Il peut s'agir d'une vacance de gérance pour motif de décès, par exemple, d'un des dirigeants, ou pour un motif de paralysie de l'entreprise qui nécessite l'intervention d'un auxiliaire de justice qui prendra cette fois-ci la casquette d'administrateur provisoire le temps d'accomplir la mission qui lui est confiée par le tribunal, étant précisé que cette mission peut être courte ou longue, ou durée indéterminée, et qui permet à l'administrateur provisoire de gérer l'entreprise. Ce qui n'est pas le cas lorsque l'entrepreneur se trouve en redressement judiciaire, par exemple. Il n'y a pas de dessaisissement total de l'entrepreneur. Celui-ci est assisté par l'administrateur judiciaire qui accompagne le dirigeant dans la restructuration de sa société afin d'obtenir, si cela est possible, un plan de continuation, plan qui lui permet, si tout va bien, si le tribunal confirme la validité de ce plan, lui permet d'apurer son passif dans une limite de 10 années. Voilà. Évidemment, si le plan n'est pas possible et la situation irrémédiablement compromise de la société, malgré les efforts fournis par le dirigeant et l'administrateur qui l'assiste pendant une période qui peut aller pendant 18 mois, eh bien, on n'aura pas d'autre solution que de proposer un plan de cession qui se déroule très simplement par voie d'appel d'offres qu'organise l'administrateur judiciaire afin que plusieurs repreneurs puissent faire une offre de reprise de la société. Voilà ce qu'on peut dire de manière synthétique en quoi consiste la profession d'administrateur judiciaire. Donc l'administrateur, c'est celui qui est donc désigné par le tribunal quand l'entreprise connaît des difficultés pour accompagner le dirigeant et le cas échéant construire donc ce fameux plan de redressement dont tu parlais qui va permettre éventuellement un étalement des dettes ou alors aller vers une cession de l'entreprise dans un cadre public avec appel d'offres. Tout à fait. Évidemment, Nelson, on peut voilà. c'est clair pour toi? Ouais, c'est très clair. C'est très clair. Pas une discussion qu'entre juristes. Oui, non, ouais. C'est clair. Après, c'est toute la particularité. Peut-être tu peux nous mieux expliquer. Alors, comment oui, est-ce qu'on alors, se dit, là, faut que j'aille au tribunal parce que je suis alors, en faillite. Pour nos éditeurs qui sont a priori concernés par les difficultés que pourraient rencontrer des restaurateurs, il faut absolument tenir compte de ces chiffres qui sont récurrents. Chaque année, on s'aperçoit qu'environ 90% des dirigeants qui sollicitent l'ouverture d'une procédure collective se rendent compte, ignorent qu'il existait d'autres solutions pour régler leurs problèmes, qui nécessitent une certaine anticipation. Donc lorsqu'on parle de faillite, il faut faire attention à ce terme parce que le fait de déposer un document qui fait une dizaine de pages au greffe du tribunal de commerce dont vous dépendez, qui s'appelle donc une déclaration de cessation des paiements, le dirigeant peut soit demander l'ouverture d'une sauvegarde ou d'un redressement judiciaire, mais également l'ouverture d'une liquidation judiciaire qui, par définition, lorsqu'elle sera soumise à l'approbation du tribunal dans le cadre d'une audience,
validera la liquidation judiciaire demandée par le dirigeant. Et là, on peut parler vraiment de faillite. Mais pour un dirigeant qui se retrouve en difficulté et qui bénéficie de l'ouverture d'une procédure, soit de sauvegarde ou soit de redressement judiciaire, il faut voir plutôt cela comme un acte stratégique. Parfois, un dépôt de bilan, comme on appelle, dépôt de bilan, lorsqu'on parle de dépôt de bilan, souvent on a l'impression qu'il s'agit d'une liquidation judiciaire directe, brute, sèche. Or, le fait de déposer le bilan, c'est plutôt l'acte de se présenter au tribunal et de pouvoir déposer une demande, une déclaration de cessation des paiements, laquelle ouvre la possibilité aux dirigeants de rentrer en redressement judiciaire. Qu'est-ce que c'est que l'état de cessation des paiements? C'est surtout la question qu'il faut se poser en termes de procédure collective. C'est la situation dans laquelle se trouve l'entrepreneur qui ne dispose pas de fonds suffisamment élevés en compte en banque pour payer ses factures et ses autres créances, comme l'URSSAF ou des créances fiscales, comme la TVA, et qu'il ne peut pas payer lorsque ces créances deviennent exigibles. Alors qu'est-ce que c'est qu'une créance exigible? C'est par exemple lorsque vous avez un accord avec votre fournisseur de Rungis, que vous payez en règle générale à 30 jours, eh bien vous vous trouvez dans une situation de trésorerie tellement tendue que vous ne pouvez plus le payer en 30 jours, mais vous allez commencer à étendre la période que contractuellement il vous est octroyé par contrat, c'est-à-dire 30 jours, vous l'étendez à 45 jours, à 60 jours. Et là, ce sont des signes qui sont assez négatifs parce que ça veut dire que en fait, vous commencez à vous retrouver dans une situation qui commence à être extrêmement délicate. Parce que ce créancier, si vous ne le payez pas au bout de 30 jours, va vous adresser des courriers recommandés qui vont rendre exigible cette créance. Donc, après une mise en demeure classique, vous allez recevoir donc une mise en demeure et peut-être même une assignation au tribunal avec une demande de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de votre entreprise. En règle générale, ces assignations peuvent provenir du bailleur lorsque vous ne payez plus votre loyer et qu'il vise la clause résolutoire du bail qui est incorporée dans le bail, par exemple, laquelle dispose que vous avez 30 jours pour régler votre loyer, sinon il vise la clause résolutoire du bail, ce qui, lorsque vous êtes restaurateur, est une catastrophe puisque c'est l'élément principal qui compose le fonds de commerce. Donc sans bail, votre affaire ne vaut plus rien. En conséquence, l'état de cessation des paiements, c'est le fait d'être dans l'impossibilité de payer ses dettes exigibles, comme l'URSSAF ou la TVA, avec l'argent que vous avez en compte en banque. Donc, imaginons que vous ayez 20 000 euros en compte en banque, et imaginons que vous deviez 60 000 euros de TVA, 40 000 euros d'URSSAF et 15 000 euros à vos fournisseurs, qui peuvent être évidemment le fournisseur de boissons, de vin ou de marchandises telles que Métro ou par exemple votre fournisseur à Rungis. Et avec ces 20 000 euros, vous ne pouvez pas payer ces 100 000 euros qui sont exigibles, puisque par exemple, par définition, vos dettes fournisseurs sont à 60 jours, et ça fait 60 jours que vous ne payez plus vos fournisseurs, ou 90 jours, et il en est de même pour l'URSSAF ou la TVA. Imaginons que vous ne payez plus votre TVA depuis octobre 2024 et que nous sommes au mois de février, vous êtes en état de cessation des paiements. Et le législateur vous impose de vous présenter au tribunal pour déposer une déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours où vous vous rendez compte de cet état de cessation des paiements. On va revenir, Gaëtan, bien en détail là-dessus, sur les questions d'identification des difficultés au sein de l'entreprise, savoir comment réagir quand elles se présentent. Je voulais vraiment, au début de cet entretien, commencer par un point qui quand même te singularise. C'est comment toi, tu en es arrivé à devenir administrateur judiciaire et ce que tu avais fait avant. Si tu peux revenir un petit peu sur ton parcours. Alors la genèse, moi j'ai un parcours assez classique. Donc j'ai eu mon bac en 91, j'ai fait 2 années de prépa HEC pour entrer dans une école de commerce.
Étant pas forcément intéressé par les études, ayant autre chose en tête à l'époque, comme tout jeune de 20 ans, je n'ai pu obtenir que l'ISG comme école de commerce. Donc en 97, je suis sorti de l'ISG en 97, diplômé de l'Institut supérieur de gestion, qui a le statut de master grande école. Et j'étais destiné à rentrer chez Arthur Andersen à l'époque, puisque j'avais la chance d'avoir un père qui était donc du métier, qui était propriétaire de plusieurs cabinets de conseil. Et je voulais faire mon propre chemin, je ne voulais pas le rejoindre au sein de ces établissements. Donc j'avais la possibilité de rentrer chez Arthur Andersen pour suivre une carrière dans l'audit et le conseil à haut niveau, grâce aux relations que mon père avait à l'époque. Mais par ailleurs, j'étais passionné de cuisine italienne puisque je suis d'origine napolitaine par mon grand-père. Et de 18 ans à 26 ans, c'était ma passion, je me suis mis en cuisine. Et tous les week-ends, je concoctais des plats, des recettes pour ma famille. Et c'était devenu une véritable passion. Donc j'ai acheté des bouquins de cuisine, je me suis mis vraiment à fond. C'était vraiment ma passion première. Et à 27 ans, avec mon père qui donc souhaitait quand même passer un peu de temps avec moi dans le cadre d'un projet professionnel, m'a dit écoute, pourquoi pas ne monter un restaurant italien pour rendre hommage à nos ancêtres. Et mon père étant passionné également de bouffe, c'était l'occasion pour qu'on puisse réaliser un projet professionnel tous les deux. Donc en 99, on se présente au tribunal de commerce pour acheter une affaire à la barre, donc, qui était en liquidation judiciaire. Et on a jeté notre dévolu sur une affaire qui se trouvait donc avenue Kléber, qui est un restaurant français que l'on a transformé en restaurant semi-gastronomique italien, pour répondre aux besoins de la clientèle du quartier qui était très friande de ce concept italien semi-gastronomique. Donc on ne faisait pas de pizza à l'époque, on était vraiment dans la semi-gastronomie. Donc le restaurant était... donc il y avait des nappes blanches. J'ai recruté à l'époque des étoilés Michelin, des personnels qui avaient travaillé dans les étoilés Michelin aussi bien en cuisine qu'en salle, pour consolider mon concept de restaurant semi-gastro avec un concept tourné autour du spectacle en salle et autour d'une assiette extrêmement bien composée avec un chef de renommée. Et tout ça pour faire concurrence à l'époque à Monsieur Ducasse qui avait une étoile Michelin rue Cambon dans son restaurant Il Cortile, qui avait une étoile Michelin, et donc notre concept c'était de concurrencer Ducasse avec un ticket moyen. À l'époque, nous étions en francs, autour de 50, 60, 70 euros le midi et peut-être 200 francs le soir. Voilà. Et on a alors, connu, juste voilà. en détail, parce que tu me donnes le prix du ticket moyen, comme tu dis en francs, alors c'est pas forcément parlant aujourd'hui, mais en gros, on sert quoi dans un restaurant de cuisine de gastronomie italienne? Quelque chose, les choses que vous proposiez à l'époque, justement. Alors, c'était une cuisine qui était familiale, mais qui était faite quand même, qui était exécutée à la perfection cuisine, avec un chef qui s'appelait à l'époque Aristide de Vita, donc qui était le numéro 2 de Nicolas Vernier, ancien du Louis XV, 3 étoiles Michelin. Et Nicolas Vernier étant d'origine italienne comme moi, avec une grand-mère italienne, Ducasse a pensé qu'il ferait parfaitement l'affaire pour lancer ce concept de restauration semi-gastronomique. Nous, mon chef étant un peu vexé en tant que second d'un Français, a décidé de nous rejoindre dans notre projet. Et l'idée c'était que on monte en puissance et qu'on puisse un jour obtenir l'étoile Michelin, voilà, qui est le vœu de chaque restaurateur qui se respecte, qui est passionné de cuisine. Donc qu'est-ce qu'on en sert? On servait à l'époque, on servait des plats traditionnels du nord de l'Italie, aussi bien avec des plats qui pouvaient consister en un fritto misto en entrée par exemple,
un vitello tonato lorsqu'il s'agissait de la saison estivale. Également, en plat, on faisait du foie de veau à la vénitienne, on faisait un osso bucco avec un risotto minute. Et on a axé également notre savoir-faire sur la composition des risottos, qui étaient risottos assez techniques, autour de la langoustine par exemple, avec des fumées de poisson maison, avec des bisques maison, et pareil pour les escalopines de veau qui étaient faites minute, tapées minute en cuisine, farinées minute, et qui étaient disposées dans les poêles en cuivre, qui étaient d'ailleurs exposées à la vue du client, puisqu'il s'agissait d'une cuisine ouverte sur la salle, ce qui ne se faisait pas à l'époque. Donc on a été innovateur en 99 lorsqu'on a créé ce restaurant. Et par ailleurs, moi j'avais imposé au chef la mise en place d'un chariot en salle avec une meule de parmesan, pour pouvoir faire flamber devant le client certains plats que nous avions créés, puisque c'est Claudio Puglia à l'époque à la Romantica, une étoile Michelin à Clichy, qui avait lancé ce concept-là. Donc à l'époque on n'était que 3 à la faire à Paris, et comme je ne voulais pas moi concurrencer Claudio, j'ai décidé de créer mes propres recettes, et on a donc créé les recettes tagliatelles à la Gaetano par exemple, qui étaient des tagliatelles faites à base de cèpe dans une sauce au foie gras. Sauce au foie gras qui en Italie par définition n'existe pas. Donc j'ai voulu moi créer un concept adapté au goût français avec le savoir-faire italien, et on faisait ce spectacle-là, c'est moi qui m'en occupais en salle. Et ce qui fait que voilà, ma réputation s'est faite autour de l'accueil, l'hospitalité à l'italienne en salle, tout en proposant des produits d'extrême fraîcheur, réalisé avec des gens qui avaient un savoir-faire exceptionnel en cuisine et à la fois en salle, puisque j'avais à l'époque un des maîtres d'hôtel du Relais du Parc que j'ai débauché, qui s'appelait Paolo Frère, et avec lequel j'ai appris en fait mon métier en salle. Donc j'ai appris le métier en salle grâce à Paolo Frère, qui en tant que propriétaire m'a formé au service de salle, et j'ai été formé également par mes employés en cuisine, qui eux-mêmes avaient travaillé dans les étoiles Michelin à Milan. Ce qui fait qu'on a eu 14 sur 20 en Gomillo dès la première année, et je me suis un peu développé par la suite. J'ai monté Alors justement, donc plusieurs là, structures. Tu as 26 ans et donc tu ouvres ta première affaire, on est avenue Kléber, et, Qui s'appelle Il Fra Diavolo d'ailleurs. c'est ça, Voilà. et du coup avec de fortes ambitions. Et là, à ce moment-là, tu connais le succès et c'est la croissance. Je connais la croissance de 99 jusqu'en 2023. Je monte plusieurs structures, mais qui sont plus modestes, mais je me développe un peu trop rapidement, et on en parlera par la suite, puisque c'est une explication, c'est ce qui explique pourquoi je me suis retrouvé en 2003 dans une situation difficile avec le bateau amiral de mon mini-groupe, puisque on a monté jusqu'à 5 affaires, et dans lesquelles j'ai d'ailleurs installé mon frère, ma maman et ma sœur, qui nous aidaient par ailleurs dans une autre structure. Donc on a voulu en faire une affaire, un petit groupe familial sans prétention aucune, puisque les autres affaires n'avaient que 20 ou 30 couverts, c'était très modeste, avec des concepts différents pour pas concurrencer le bateau amiral qui se trouve à avenue Kléber. Et on a fait beaucoup d'autofinancement, c'est-à-dire que les banques à un moment donné ont estimé qu'on allait un peu trop vite, et j'ai dû à un moment donné, grâce à des conventions de trésorerie, prêter de l'argent avec ma structure qui fonctionnait très bien à avenue Kléber, puisqu'on avait 15 employés à l'époque. Donc il faut réaliser un chiffre d'affaires intéressant, et malheureusement j'ai dû, à la suite de plusieurs refus dans le cadre de l'obtention de financement auprès de mes partenaires bancaires, j'ai dû financer. Et je me suis retrouvé en 2003 en réelle difficulté avec mon affaire principale, si bien que j'ai dû demander l'ouverture d'une procédure collective. Donc j'ai demandé l'ouverture d'un redressement judiciaire, puisque j'étais en état de cessation des paiements. État de cessation des paiements qui avait été créé par une assignation de la part de mon bailleur qui visait la clause résolutoire du bail. Donc j'ai voulu protéger mon établissement
suspendre toute procédure en cours, et c'est ce qui explique pourquoi j'ai demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Et j'ai eu l'honneur, l'immense honneur d'avoir été assisté par maître Henri Chriki, qui à l'époque était l'administrateur numéro 1 de Paris, et par sa collaboratrice Catherine Poli, qui d'ailleurs est devenue administrateur judiciaire par la suite. Voilà, et qui est donc une grande professionnelle sur la place de Paris. Et donc j'ai suivi, donc j'ai rencontré plusieurs difficultés pendant cette période-là, puisque je découvre comment fonctionne une administration judiciaire. À l'époque, j'étais en cuisine, donc j'étais convoqué entre 13h et 14h par le comptable de Maître Chriki pour présenter le cahier de trésorerie, puisque lorsque vous êtes en redressement judiciaire, vous ne pouvez pas émettre des chèques ou émettre des virements bancaires, puisque tout se fait par virement à notre époque, désormais, sans la validation, la double signature de l'administrateur judiciaire. Donc, il n'y a pas un dessaisissement total du dirigeant, puisque le dirigeant est toujours, gère toujours son entreprise, mais aucun euro ne sort de la société sans avoir été validé sans que l'objet du virement n'ait été validé au préalable par l'administrateur judiciaire, qui a quand même une mission de contrôle des flux de trésorerie pour voir à quoi correspondent les demandes de virement qui émanent de la part du dirigeant. Donc, ce qui permet à l'administrateur judiciaire de contrôler les sorties et de ne pas payer à l'emporte-pièce des virements qui pourraient être demandés par le dirigeant, et qui pourraient par ailleurs être malhonnêtes et organiser en quelque part la sortie de certains actifs de la société. Voilà ce que nous, en tant qu'auxiliaires de justice, nous ne pouvons pas permettre, bien entendu. Donc, 18 mois de période d'observation qui ont été parsemés d'embûches, puisque 2 mois après l'ouverture de la procédure collective, un incendie s'est déclenché à midi, juste avant l'ouverture du service. Voilà, je le précise parce que, en règle générale, lorsqu'on parle d'incendie, souvent ils se déroulent la nuit, parce que certains dirigeants font en sorte que, bon, pour des raisons qui leur sont propres, décident de favoriser ce type d'événement. Nous, c'était en plein service, les portes du restaurant étaient ouvertes et le restaurant a pris feu à midi. Donc, j'ai rencontré des difficultés puisque vous n'êtes pas sans ignorer tous les deux que lorsque vous êtes en administration judiciaire, vous ne pouvez pas vous permettre de fermer les portes de votre établissement puisque le chiffre d'affaires ne rentrant plus. Voilà, eh bien, vous pouvez très rapidement vous retrouver dans une situation qui est dramatique, puisque l'administrateur judiciaire a le devoir de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire s'il constate par ailleurs que vous créez de nouvelles dettes. L'avantage de l'ouverture d'une procédure collective, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse d'une sauvegarde ou d'un redressement judiciaire, c'est qu'il y a un gel du passif. Donc lorsque vous déposez votre DCP au greffe du tribunal dont relève le siège de votre société, le gel de vos dettes est acté par voie de jugement au sortir de l'audience pendant laquelle vous allez être convoqué pour expliquer l'origine de vos difficultés et surtout expliquer au juge quelles sont les mesures que vous souhaitez mettre en place pendant le cadre du redressement judiciaire, et également de démontrer que vous bénéficiez d'une certaine disponibilité sur le compte en banque de votre société pour permettre de financer la période d'observation qui peut être renouvelée par 2 fois jusqu'à 18 mois avec l'accord du ministère public. Et pendant cette période-là, vous ne pouvez pas créer de nouvelles dettes. Donc on gèle vos dettes pour examiner quelles sont les sources, les modalités de restructuration de votre entreprise. C'est-à-dire peut-être que vous avez besoin de résilier certains contrats qui obèrent les facultés financières de votre société et qui vous empêchent de vous développer de manière sereine. On peut forcer la poursuite des contrats si vous en avez besoin également, et nous avons un monopole au niveau du licenciement de vos salariés si on estime, avec votre accord bien entendu et l'accord du juge commissaire,
qui est un organe qui intervient et qui est l'interface entre l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et les tribunaux. Si on obtient l'accord du juge commissaire, on peut procéder à certains licenciements pour justement alléger les charges qui viennent pondérer vos comptes, tout cela dans le but de trouver une solution pérenne pour la société et de pouvoir, dans un second temps, quelques mois après l'ouverture de la procédure, présenter un plan qui, en règle générale, est présenté à la fin de la première période d'observation, puisqu'il est communément admis que l'administrateur a quand même besoin de temps pour prendre le pouls de la société, déterminer l'origine des difficultés et de pouvoir intervenir aux côtés du dirigeant pour proposer des mesures de restructuration. Voilà. Et on estime qu'il s'agit de 4-5 mois. On reviendra, Gaëtan, sur l'origine des difficultés que tu as pu connaître, parce que je pense que c'est assez intéressant pour les chefs d'entreprise de voir à quel moment est-ce qu'on peut les identifier. Mais pour en revenir à la singularité de ton parcours, on en est. Alors, pardon. On en est à cet incendie qui survient, et alors, à quel moment tu te dis. Qu'est-ce qui se passe après ? Voilà. Alors, moi en 2003, donc j'ai rencontré cette difficulté. Maître Chriki et Catherine Poli, puisqu'elle n'avait pas le titre à l'époque, donc me permettent de prolonger la période d'observation de 6 mois, et une nouvelle fois, puisqu'on était en procès avec mon propriétaire par ailleurs, on avait besoin d'obtenir une réponse du tribunal de la Cour d'appel de Paris dont on attendait la décision, puisque on était en procès avec le propriétaire qui avait refusé de nous renouveler le bail et qui voulait nous évincer sans nous offrir d'indemnité d'éviction. Donc on a attendu 18 mois pour obtenir cette décision qui était primordiale pour moi, puisque en cas si j'avais été débouté, je me retrouvais dans une difficulté extrême au niveau de la destinée de mon bail. Bon. Ouais. Donc on obtient un plan de continuation de la part du tribunal, donc on présente un plan sur 10 ans. Donc à l'époque j'avais 500 000 euros de passif, un peu moins, je crois, 480 000 euros de mémoire, et il fallait que je paye 53 000 euros par an, ce que j'ai fait. Et pendant cette période, je me suis posé des questions. Je me suis dit, tiens, j'ai toujours voulu faire du droit, ce qui est vrai, puisque lorsque j'ai eu mon bac, je me suis inscrit directement à Assas, et j'ai encore le diplôme de mon baccalauréat avec le tampon d'Assas, puisque j'ai toujours voulu faire du droit des affaires. Et donc je découvre cette profession d'administrateur judiciaire. Je trouve ça très intéressant qu'on puisse donner une seconde chance à un dirigeant en difficulté, et c'est ce qui m'anime, moi. Je trouvais ça très noble. Bon. Et je mets ça dans une petite place dans ma tête, et je me dis, tiens, j'aurais quand même bien voulu faire ce métier. On porte la robe, on nous appelle maître comme un avocat, et en plus, on a ce pouvoir d'accompagner les entreprises en difficulté et de les redresser. Voilà, j'ai trouvé ça au niveau... je trouve ça très noble comme profession. Et donc, je sors donc du redressement judiciaire, puisque j'obtiens mon plan de continuation en 2005, donc 2 ans après, à peu près 18 mois après l'ouverture de la procédure. Je paye la première année, il y a une année de franchise, donc la première année, vous ne payez pas votre annuité, vous commencez en fait réellement que la deuxième année, à la date anniversaire de l'obtention de votre plan, par voie de jugement. Donc pendant une année, je me fais constituer ma trésorerie, je ne paye personne. Par contre, je sors d'un redressement judiciaire, donc c'est une période où vous vous remettez en question, vous serrez les boulons, vous colmatez les brèches, et a priori, vous avez une chance de vous en sortir, puisque tout avait été fait avec l'administrateur judiciaire pour que la boîte soit restructurée. Donc on est passé à un moment donné de 15 à 7 employés. Et donc moi, il est vrai que pour compenser le licenciement ou le départ de certains de mes collaborateurs, j'ai dû travailler beaucoup. Donc 7 sur 7 pour sauver ce restaurant qui était le restaurant de ma famille, que je considérais comme un restaurant familial, même si j'avais peut-être 80% d'épargne. Mais
C'était une affaire familiale et voilà, je me suis battu pendant 18 mois pour la mettre à flot, la remettre à flot. Et c'est à ce moment-là où vous commencez, avec la pression, vous commencez à sentir un peu de fatigue, puisque vous avez tout donné pendant cette période et c'est important de le préciser. Donc il ne faut pas lâcher, comme disent les jeunes, ne pas lâcher l'affaire et rester très concentré et ne pas perdre de vue l'objectif. L'objectif, c'est de payer ses dettes sur 10 ans. Et donc c'est une période où il faut quand même se maintenir disponible pour son entreprise et ne pas croire que tout est fait. Non, tout n'est jamais fait, rien n'est gravé dans le marbre, donc il faut se battre en permanence. Donc évidemment, un poids, on vous enlève un poids lorsqu'on vous dit vous allez payer pendant 10 ans vos dettes, c'est mieux de les payer sur 10 ans que de se retrouver en liquidation judiciaire, de tout perdre. Bon. Donc, moi, en 2005, j'obtiens donc ce plan, je paye la première annuité. Là, par rapport à ce plan, au bout des 2 ans, tu avais 5 établissements. Est-ce que tu as conservé les 5 ? Est-ce que tu as dû en fermer certains ? Alors j'en ai, est-ce que tu as le vaisseau principal ? J'en ai cédé 2 entre-temps, parce que je ne pouvais plus m'en occuper et ma famille avait décidé de sortir de cette profession et de ne plus m'accompagner. Ils se lançaient dans d'autres projets. Mon frère est parti à l'étranger, ma sœur s'est mariée, donc voilà. Et puis on s'est retrouvé dans cette situation où on a cédé les fonds, on a perdu un peu d'argent, on a payé nos dettes, mais toute mon attention était concentrée sur l'affaire principale, avenue Kléber, donc du Fra Diavolo, qui lui avait quand même une forte valorisation. C'était un établissement qui a été valorisé à 1 million d'euros. Les autres structures étaient des petites structures qui en fait ne représentaient pas un réel intérêt économique. Donc on s'en est séparé parfois avec perte et fracas, ça arrive, on fait une mauvaise affaire ou une mauvaise valorisation, mais il faut toujours mieux se couper une main que de se retrouver avec une gangrène généralisée. Donc c'est ce qui, pour répondre à ta question, Nelson, je me suis concentré sur une affaire, il ne me restait plus que 2 affaires à la fin. J'en ai vendu une d'ailleurs à l'un de mes chefs auquel j'avais confiance. On a trouvé une sorte de crédit vendeur sur 5 ans avec une modique qui me payait tous les mois, mais qui représentait, c'était 1 500 €, donc vous voyez, on parle de pas grand chose, en complément du crédit qu'il avait obtenu. Donc voilà, progressivement on s'est séparé de ces foyers de perte, certains étaient devenus des foyers de perte. C'était tous à l'équilibre, mais à un moment donné, quand vous en occupez plus, l'affaire devient un foyer de perte, bien évidemment, puisque c'est un métier très compliqué que la restauration. Donc il faut avoir des gens de confiance, ou sinon, mettre un système de contrôle qui vous permet d'éviter certains désagréments, dirons-nous. Donc je me suis reconcentré sur mon affaire et j'ai commencé à rembourser mes dettes. Tout allait pour le mieux jusqu'à ce que l'État décide de me faire des contrôles fiscaux sur l'ensemble de mes affaires à cette époque. Donc je me retrouve avec 7 contrôles fiscaux professionnels et 3 contrôles fiscaux personnels. Pendant le redressement, donc Non, pendant le paiement des annuités du plan. Ça, pendant l'exécution. Voilà, donc voilà, et là ils m'ont saigné à blanc. Pourquoi ? Parce que j'avais et ça on pourra en parler pendant des heures parce que c'est quelque chose que j'ai connu et donc j'ai aussi une expertise maintenant en droit fiscal concernant les reconstitutions de chiffres d'affaires pour les restaurateurs en difficulté. En général, ils approchent la reconstitution sous l'angle de la méthodologie des vins. Donc ils établissent un coefficient, et en tout cas ils cherchent à établir un coefficient de chiffre de vente sur place, de chiffre d'affaires sur place réalisé par le vin, et ils essaient de trouver le pourcentage
des marchandises qui sont vendues sur place. Donc les marchandises à 5,5, c'est-à-dire la bouffe, entre guillemets, la bouffe et les vins. Ce que te reprochait le contrôleur fiscal, c'était justement de ne pas... ils estimaient qu'il y avait une sous-déclaration du chiffre d'affaires qui était alors, en fait, la règle est la suivante. Lorsque vous avez une vérification, un avis de vérification, vous recevez dans votre restaurant, à votre restaurant, un avis de vérification du fisc. Ils viennent au départ contrôler la TVA. Ils viennent contrôler pour voir les déclarations de TVA, si elles corroborent, si elles sont en conformité par rapport aux factures de votre comptabilité, si elles sont en conformité avec vos déclarations de TVA. Bon. Mais ça nécessite que vous bénéficiez d'une comptabilité à jour, probante, c'est-à-dire qui ne présente pas de difficultés majeures et qu'on ne va pas remettre en question parce qu'elle est bien faite. Mais lorsque vous êtes restaurateur, vous devez également fournir des R à Z, donc des remises à zéro, qui est en fait le journal de bord du restaurant. Lorsque vous faites votre caisse à 1h du matin, vous appuyez sur un bouton, le Z sort, et toutes les données sont enregistrées dans votre machine, et 30 ou 31 jours après, vous sortez le Z mensuel que vous transmettez à votre comptable pour que justement il puisse remplir le CERFA de TVA pour déclarer la TVA tous les mois, le 19 du mois d'après. Et il a besoin de ce Z. Pourquoi ? Parce que sur ce Z, il y a la ventilation du chiffre d'affaires sur place et emporté, et il y a les modalités de paiement, carte bleue, ticket restaurant ou espèces, ou chèque. Bon. Sauf que moi, à l'époque, je n'éprouvais pas le besoin de garder l'ensemble de ces Z détaillés. Pourquoi ? Parce que j'avais fait l'objet sur l'une de mes affaires qui se trouvait rue d'Assas, l'objet d'un contrôle fiscal qui demandait que la ventilation des chiffres d'affaires sur place et emporté et les modalités de paiement. Donc moi, je lui avais à l'époque délivré un mini Z sur lequel étaient représentés l'ensemble des éléments qu'il m'avait demandé, et je me suis inspiré de ces méthodologies sur l'ensemble de mes affaires, et donc je gardais un Z mensuel pour le donner à mon comptable, mais les Z journaliers, savoir que j'ai fait 3 pizzas, 25 plats de penne ou vendu 3 bouteilles de rouge, ça ne m'intéressait pas beaucoup. Bon, donc je ne les gardais pas. Il y avait un manque de détails en fait dans voilà, et ça a été un motif de rejet de comptabilité. Pourquoi ? Parce qu'ils estimaient qu'ils n'avaient pas une vision, une photographie journalière de votre comptabilité, journalière en tant que restaurateur. En conséquence. Gaëtan, je me permets juste une petite question justement. Comment, à l'époque, c'était l'expert comptable que tu avais qui n'avait pas été assez vigilant? Parce que ce qu'on peut trouver surprenant, c'est que ce contrôle fiscal survienne pendant l'exécution d'un plan. Donc il y a un administrateur judiciaire qui est censé aussi surveiller, puis il y a probablement l'expert comptable. Oui. À quel moment, qu'est-ce qui s'est mal passé à ce moment-là? Écoute, on le saura jamais. Ça peut provenir d'un de tes salariés qui te veut pas forcement du bien et qui va te je dire parle pas du déclenchement du contrôle. Je parle du fait que tu aies pu te retrouver dans une situation dans laquelle, quand l'administration fiscale est venue, tu dis finalement il me manquait des documents, c'est-à-dire que j'avais pas les saisies journalières, mais ça je présume que normalement c'est le rôle de l'expert comptable aussi de te dire ah tiens votre comptabilité, attention elle n'est pas tenue comme il faudrait. Non, tu n'avais pas eu ce... Non, parce que un expert comptable, par définition, certes il a un devoir de conseil, mais force est de constater qu'il ne rentre pas dans ce type de détails. Vous lui filez votre Z mensuel, pour lui, votre comptabilité à la jour. Le Z mensuel que vous lui remettez, il repose sur 30 petits Z du lundi 1er au mardi 1er. Pour lui, il n'y avait aucune raison. Et moi-même, j'étais de bonne foi, parce que je me reposais, ma gestion de mes affaires reposait sur un premier contrôle fiscal qui avait eu lieu en 2001 dans une de mes autres affaires. Là, nous sommes en 2008. Sommes en 2008. Et en plus, la comptabilité avait été, pas examinée, mais avait été transmise à l'administrateur judiciaire en bonne et due forme chaque mois à l'époque, puisque c'est sur la base de ces événements-là qu'on a construit un budget prévisionnel qu'on a présenté au tribunal. Donc,
Il est très rare, je vous dis bien, extrêmement rare. D'ailleurs, mes fiscalistes m'ont dit c'est la première fois qu'on voit quelqu'un qui a bénéficié d'un plan de continuation pour payer 80% de son passif constitué d'URSSAF et de TVA et qui fait l'objet d'un contrôle fiscal. C'est extrêmement rare, ça n'arrive jamais parce que ce n'est pas dans l'intérêt de l'État. C'est paradoxal, alors que le système vous donne 10 ans pour payer vos dettes, que d'envoyer un contrôleur 3 ans après la première annuité, parce qu'en cas de difficulté, si on décide que vous avez fait du chiffre d'affaires clandestin, qu'on appelle le black, si en cas de conséquences financières négatives, ça précipite la liquidation judiciaire de l'entreprise et en conséquence de quoi vous prive l'État d'une perte de chance de retrouver sa créance. Le passif, bien sûr. Mais je comprends, je vois le caractère un petit peu presque absurde finalement de ce déclenchement de contrôle. On peut le dire. Donc moi, de l'État. alors la conséquence, c'est quoi? C'est que sur un chiffre d'affaires à l'époque qui était de 700 000 euros, ils ont estimé que j'avais fait 250 000 euros de black par an. Ah oui. Donc voilà. Le problème, c'est que si dans votre et là je vais être très synthétique parce que sinon c'est une démonstration par l'absurde qui est un peu longue, mais en gros, si vous faites un coefficient de 3,5, admettons que vous achetiez 100 et vous produisez pour 350, qui sont les coefficients communément admis dans notre profession. Si vous faites un coefficient 2, l'État pourrait être en mesure de vous dire, attendez, au lieu de faire 3,5 comme les 400 000 restaurants qui ont été contrôlés en France, puisqu'on a une base de données qui est très, même dans les centres agréés de comptabilité, vous avez des tableaux de bord annuels avec les coefficients réalisés par chaque entreprise dans telle ville, par rapport au nombre de salariés employés par le dirigeant, et le chiffre d'affaires réalisé. Donc vous avez une série de coefficients et de ratios qui sont indiscutables puisqu'ils reposent sur des déclarations qui ont été déclarées par les experts et les commissaires aux comptes de France et de Navarre et qui ont été validées par le fisc dans le cadre de procédures de contrôle fiscal. Donc, si vous partez de ce principe que le coefficient de 3,5, si vous faites 2 au bilan, on est en droit de vous dire, attendez, vous avez certainement fait du black de 2 jusqu'à 3,5. Ça, on peut le comprendre. Bon, peu importe les raisons. Que vous ayez mal acheté et que vous ayez mal transformé votre produit et au lieu de proposer un plat qui vous coûte 10 à 35, vous l'achetez 10, vous le vendez à 20, donc vous êtes un mauvais. Bon, donc il y a des gens qui réalisent des mauvais coefficients parce qu'ils sont mauvais. Mais il y a aussi des gens qui réalisent de très bons coefficients, qui confient leur affaire à un directeur, qui malheureusement détourne une partie de l'actif et à la fin vous vous retrouvez quand même avec coefficient 2. Mais vous êtes dirigeant, vous êtes responsable. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière le vol qu'aurait pu commettre votre collaborateur, voilà, ou voire associé. Voilà. Donc, si vous faites 3,5, a priori, vous êtes dans les clous. Mon problème à moi, c'est que je faisais 3,6 et qu'on me trouve 50% de black en plus du chiffre d'affaires que j'ai réalisé. En d'autres termes, on me dit, en fait, vous avez fait 100% de marge. Or, c'est impossible. Tu l'as contesté à l'époque comment ça s'est... Oui, alors, je l'ai contesté, mais je ne suis pas allé au bout. Je n'ai pas épuisé les voies de recours qui m'étaient offertes par les textes. Donc, j'ai fait un recours hiérarchique. Et là, j'aurais expliqué l'inanité. Parce que là, on ne parle plus d'absurde, on parle d'inanité. Ça veut dire qu'on vous démontre que c'est impossible par des méthodologies, par l'absurde, puisque... il partit du principe que le coefficient de 15% qu'ils avaient découvert sur la ventilation du chiffre d'affaires sur place en solide et la vente de vin sur place était de 15%, ils ont estimé que c'était la même chose, le coefficient était le même pour la période qui a été vérifiée, c'est-à-dire deux années antérieures avant l'arrivée sur place pour le contrôle. Donc ils sont venus en 2007, ils m'ont contrôlé 2005 et 2006, et ils ont dit voilà, on vous demande les aides détaillées, vous ne nous les avez pas fournies, donc on va vous demander, maintenant qu'on est là pendant 3 mois,
tous les aides journaliers. Et là, je leur ai donné avec plaisir. Et c'est là, je leur ai dit, écoutez, moi, vous voulez les aides détaillées, je vous les donne, vous voyez. Et ils ont dit, voilà, vous faites 15% de vin, vous réalisez 15% de chiffre d'affaires en vendant du vin. Donc le reste, c'est 75% forcément, en 85% avec de la bouffe, hein, des pizzas, des pâtes, etc. Il n'y a pas de raison que 2 années ou 3 années avant que ce coefficient ait évolué. Or, si du jour au lendemain, par ailleurs, votre achat de vin perd 30% chaque année, juste 2 ans avant qu'il vienne vous contrôler, et qu'il est en chute libre, parce qu'à l'époque, quand Sarkozy a été désigné, il y a eu un changement des habitudes au niveau de la clientèle, qui ne prenait plus d'apéro, qui ne prenait plus de vin, parce que les contrôles routiers s'étaient renforcés. Moi j'ai vu ça, j'ai vu un changement incroyable des habitudes culinaires, des habitudes des clients. En conséquence, j'avais moi des achats de vin qui baissaient chaque année. Et vous ne pouvez pas me dire que ce n'est pas la vérité, puisque je vous ai donné l'ensemble de ma comptabilité à ce moment-là, et vous avez exercé vos droits de communication des pièces directement auprès de mes fournisseurs, qui vous ont donné exactement à la facture près ce que moi je vous ai donné dans ma comptabilité. Donc la comptabilité, vous ne pouvez pas la remettre en question au niveau de la réalité des chiffres, au niveau des achats des vins. Et là, on voit, j'ai créé évidemment un dossier fiscal qui démontrait qu'il y avait une chute des vins. Donc le coefficient de 15%, qui est le coefficient qu'ils ont détecté pendant le moment où ils étaient sur place, ne pouvait pas être égal, le même à cette période-là. Vous comprenez? Donc rien que ça démontrait que leur 15%, ils ne pouvaient pas l'affecter d'une manière arbitraire sur 3 années ou 4 années de chiffre d'affaires, d'habitude de consommation. Donc rien que ça, c'était une aberration. Ça allait contre le bon sens. Donc je suis allé en commission départementale qui se trouve donc, dont je dépendais, et la commission se trouve place Saint-Sulpice. Et donc j'ai été convoqué, je suis venu avec mes arguments. À côté de moi, il y avait l'inspectrice. À ma droite, il y avait mon fiscaliste. Un peu plus à ma droite, il y avait des membres de la Chambre de commerce de Paris qui se voulaient être du côté des dirigeants. De l'autre côté, à gauche, il y avait les contrôleurs fiscaux, tout le bureau qui m'avait contrôlé, qui se trouvait donc rue Danton dans le 16e et avenue Malakoff surtout, qui est un très gros centre des impôts dans le 16e, à côté de la Porte Maillot. Et en face de moi, il y avait donc une magistrate qui est là que pour donner un avis favorable ou défavorable par rapport au réquisitoire du fisc. Et bien, à l'issue du réquisitoire, l'un des experts comptables qui était présent, donc qui représentait la Chambre des commerces de Paris, disait, écoutez, moi je suis expert comptable, j'ai 100 ou 200 restaurants dans ma clientèle, j'ai jamais vu un restaurateur faire 71% de marge et faire 50% de black, tout en étant dans un quartier d'affaires dans lequel il dépose 27% de son chiffre d'affaires en espèces. Parce que rien que ça voulait dire que si on ajoutait le nombre d'espèces que j'aurais étouffé, soi-disant, ça veut dire qu'avenue Clémer, dans un quartier de bureau, je serais le seul type au monde à faire 80% d'espèces. Ça n'a aucun sens, alors que c'est l'inverse en fait. Les espèces, à cette époque-là, c'était 20% maximum du chiffre d'affaires. Donc il y avait des pistes complètement incohérentes. Et quand il a dit ça à l'inspectrice, il a dit, attendez, madame, comment vous avez déjà vu, vous, un restaurant qui fait 71% de marge et qui ferait en plus 50% de blagues dans un quartier et qui démontre qu'il a déposé 27% de son chiffre d'affaires à la banque en espèces. Mais madame, ça n'existe pas. Et là, la seule réponse du fils est « Ah, monsieur Matrulot, c'est l'exception qui confirme la règle. » Voilà l'argument. Alors, quand vous sortez, vous savez que vous avez perdu votre restaurant. Qu'est-ce que je vous dise ? Il aurait fallu que j'aille me battre jusqu'au tribunal administratif, chose que je n'ai pas faite parce que, entre-temps, comme je n'avais pas de biens à mettre en garantie pour suspendre l'exigibilité des conséquences financières, ils ont commencé à appréhender, à me mettre en recouvrement ces sommes qu'ils estimaient que je restais leur devoir, et ils m'ont précipité dans une situation où ils saisissaient mes comptes. Je ne pouvais plus
réaliser, je ne pouvais plus subvenir aux besoins quotidiens du restaurant, je ne pouvais plus rien acheter, il vidait mes comptes. Donc malheureusement, la 5e année, j'ai dû me retrouver en liquidation judiciaire. Donc, je vous le confirme, j'ai tout perdu sans malentendu. Donc en 2010, je me trouve en liquidation judiciaire. En France, dans 98% des cas, vous vous retrouvez avec une main devant, une main derrière, il ne reste plus qu'une affaire, forcément. Vous vous retrouvez au RSA. Au RSA, voilà. Donc, il n'y a pas de chômage. Et voilà. en vrai, J'étais gérant majoritaire. Voilà. Eh bien, en termes de perte, je estimé un peu à combien ta perte aussi sur ce moment-là, même est-ce que ça a eu un impact personnel, etc. Alors oui, bien sûr. Moi, j'ai perdu un restaurant qui était valorisé 850 000 euros. Pourquoi ? Pourquoi dans cette période, je déposais toutes les espèces que je faisais dans le restaurant. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, je vous rappelle, j'étais en procédure contre mon bailleur pour obtenir la plus forte indemnité d'éviction possible pour le dissuader, pour l'obliger à exercer son droit de repentir sous quinzaine, c'est-à-dire à l'issue de la décision de la Cour d'appel de Paris, au terme de laquelle il a été condamné à me verser 850 000 euros, ou de me faire un nouveau bail. D'accord ? Et au lieu de me faire un nouveau bail sur la base de ce qui avait été déterminé par le tribunal dans le cadre de la mission d'expertise, parce qu'un expert judiciaire avait été désigné, il avait dit voilà, ce restaurant il vaut 850 000 euros, parce que c'est un endroit de type 2A, et dans ce cas-là, on peut estimer que son chiffre d'affaires, il faut payer 80% de son chiffre d'affaires ou 90%. De 2, le bail, donc il bénéficie d'un bail d'une valorisation de 44 000 euros par an, et qu'en conséquence, cette affaire, elle vaut 850 000 euros. Donc le propriétaire avait deux solutions, soit il me payait 850 000 euros, soit il exerçait son droit de repentir dans les 15 jours de la décision de la Cour d'appel, pour me formuler une proposition de bail. Et là, au lieu de me proposer le même bail, ce qui m'aurait permis de vendre mon fonds de commerce, parce qu'à ce moment-là, moi je voulais en sortir de tout ça, je voulais vendre mon fonds de commerce, je voulais que le fonds soit mis sous séquestre pour permettre de saisir le tribunal administratif, et sur la base d'une décision du Conseil d'État de mars 2011, attaquer l'État en dommages et intérêts, parce que je pouvais démontrer que la méthodologie de reconstitution du chiffre d'affaires qu'il m'avait imposée aurait dû être confortée par une deuxième méthodologie dont les résultats auraient dû converger pour aboutir à la même solution. Donc, j'avais déjà tout prévu, mais le malheur, c'est que le propriétaire a décidé, il ne voulait pas payer 850 000 euros pour me virer, et il a décidé de me proposer un bail à 80 000 euros par an. Donc, l'acheteur que j'avais, qui devait m'acheter le fonds de commerce à 850 000 euros, a retiré son offre. Il savait que ça allait me basculer en liquidation judiciaire, et il s'est présenté à la barre 2 ou 3 mois après, puisque entre-temps, je ne pouvais pas payer mes 53 000 euros, puisque l'État m'avait saisi les comptes. Voilà l'histoire qui explique voilà. L'enfer pour les entrepreneurs. Voilà. Oui, et puis je vous épargne, et ça fait partie les prud'hommes, puisque dans le cadre de ce métier, il y a beaucoup de prud'hommes. Il y a des métiers où le taux de poursuite est assez important, parce que vous avez affaire à des gens qui, malheureusement, ne sont pas des gens qui n'ont pas de formation, et qui tentent par tout moyen d'aller chercher quelques milliers d'euros ou de dizaines de milliers d'euros auprès de leur employeur. Voilà. Dans ce métier-là, c'est très courant, parce que rien ne vous empêche d'attaquer votre employeur. Voilà, c'est un droit, d'accord ? Et tant mieux, moi je suis pour les prud'hommes. Mais aussi je suis pour l'inverse, c'est-à-dire que quand vous faites des prud'hommes de manière abusive, à un moment donné, il faut que vous sachiez ce que veut dire vraiment l'article 700, parce que on est bien en France. Vous avez le droit d'attaquer quelqu'un. Si la personne gagne son procès, elle doit quand même payer ses frais d'avocat, ce qui pour moi est une aberration.
soit vous gagnez, soit vous perdez. Si vous perdez, il n'y a pas de raison que la personne qui vous a que vous avez attaqué non mais attendez, pour moi c'est un déni de justice. Mais c'est comme ça. Donc les prud'hommes, j'en ai eu une trentaine moi sur mes 5 affaires. Mais j'ai des prud'hommes de gens qui m'attaquaient au prud'homme et qui se présentaient au prud'homme en me demandant 15 000 euros. Et lorsque le juge leur demandait mais je ne comprends pas quel est le fondement, qu'est-ce que vous reprochez à votre entrepreneur et à votre dirigeant et à votre employeur, pardon, et le type, moi je l'ai vu devant témoin dire je sais pas, moi on m'a dit de venir, on m'a dit que les prud'hommes, parce qu'un copain est allé au prud'homme, j'ai fait comme lui. Mais ça, vous vous rendez compte le nombre de dossiers qui viennent obstruer oui, alors le temps, voilà, mais quand le dossier est bien fait, parce qu'il ne faut pas croire que l'employeur perd systématiquement, c'est pas vrai. Pour ce faire, moi je m'étais j'avais adhéré au syndicat de l'hôtellerie numéro 1 qui s'appelait à l'époque le Sinorcat, rue Gramont. Et comme j'avais 5 affaires et que j'étais confronté à ce type de difficultés, j'étais devenu quelque part un bon client pour eux. Donc je connaissais moi les calendriers des prud'hommes. Quand je passais une journée au prud'homme, je passais toute l'après-midi au prud'homme. J'assistais parce que j'étais passionné par le droit, moi, toujours depuis mon plus jeune âge. Donc je trouvais ça très intéressant, les échanges, les plaidoiries, les échanges sur des fondements juridiques. C'est ça, moi, qui m'intéressait intellectuellement. C'est pas de savoir que l'homme de ménage, il va gagner 10 000 euros contre la société BMW, voilà, parce qu'il n'a pas payé ses heures supplémentaires, parce qu'il a glissé dans l'escalier et qu'il n'y avait pas des mesures de protection HACCP qui avaient été mises en place. Tout ça, ça ne m'intéressait pas. Mais ce sont les trésors d'énergie, de créativité dont doivent faire preuve les avocats. Et voilà, moi, c'était cet exercice intellectuel qui me plaisait. Donc, je passais des après-midi au prud'homme, ce qui fait que j'ai eu une impétence pour le droit social, et ce qui fait que par la suite, je m'en suis inspiré, et sur la trentaine de prud'hommes que j'ai eu sur à peu près 15 ans d'exercice de cette profession, 18 ans exactement, j'en ai perdu que 2. Parce que ça se prépare un prud'homme. Le problème, c'est que les gens de mon ancienne profession, les restaurateurs, prennent ça trop à la légère, sont mal conseillés et n'anticipent pas. Et j'entends trop souvent cet argument qui consiste à dire « Ah, vous vous rendez compte, on fait les achats, on fait la gestion, on fait les 2 services, on rentre chez nous, on fait 14 heures par jour, on n'a pas le temps de s'occuper de répondre aux courriers des prud'hommes, etc., de nos employés, sinon on passerait 18 heures par jour. » Mais moi j'ai envie de leur dire, si tu veux faire autre chose, à mon avis, que faire 18 heures par jour, fais un autre métier. Mais tu ne peux pas me sortir cet argument. Par définition, c'est un travail, c'est une profession qui est extrêmement prenante, et si vous n'êtes pas bien organisé, vous allez au devant de graves difficultés. Pas parce que vous êtes mauvais, mais parce que au XXIe siècle, la restauration, il faut la voir plus comme un métier à la fois de passion, mais qui est devenu un véritable métier de gestion. Il faut être gestionnaire quand vous êtes restaurateur. J'ai vu tellement, moi, de dossiers dans ma vie, même de clients à moi, qui étaient clients à l'époque quand j'avais le Fra Diavolo. Je fumais des cigares jusqu'à 1h, 2h du matin. J'ai eu la chance de rencontrer des gens fabuleux, de très haut niveau, voilà, qui faisaient de très haute voltige au niveau de la finance, et on passait des moments exceptionnels. Mais une fois que vous avez fumé vos cigares, ne perdez pas de vue que si vous êtes en cuisine, le lendemain, il faut être le lendemain à 9h en cuisine. Et vous ne pouvez pas venir le matin à 11h, comme ça, parce que vous n'avez pas eu le courage de vous lever. Donc, il faut pouvoir assumer tous les aspects de la profession. C'est un des plus beaux métiers du monde, certainement, mais c'est un des métiers les plus difficiles. Et donc, si vous n'êtes pas bien entouré de conseils, donc quand je dis de conseils, d'avocats, si vous n'avez pas un avocat spécialiste dans la restauration, si vous n'avez pas un avocat spécialiste du droit de terrasse, si vous n'avez pas un avocat spécialiste du droit social, ou un syndicat qui sera à vos côtés pour vous accompagner, ne serait-ce que pour les règles d'hygiène, d'HACCP, des nouvelles mesures, des nouvelles lois qui nous pondent chaque année dans ce métier-là, vous allez rencontrer de sévères difficultés. Donc ça se prépare, l'entrée dans ce métier se prépare, il faut faire preuve d'écoute,
savoir de quoi on parle lorsque vous êtes restaurateur, c'est-à-dire, il ne faut pas croire que le restaurateur, ils sont tous en salle en train de fumer des cigares. Pour moi, un véritable restaurateur, c'est quelqu'un qui a la maîtrise de l'ensemble de sa profession, qui a une vision globale de sa profession. Est-ce qu'il peut parler avec son chef de cuisine? Est-ce qu'il peut sourcer les produits, ou est-ce qu'il va déléguer cette tâche à son chef? À l'époque, il y avait des rétrocommissions des chefs par rapport à leurs fournisseurs à Rungis. Ça a toujours existé dans les belles maisons, toujours. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de déléguer, il faut mettre les mains à la pâte et s'occuper de l'ensemble des aspects de la gestion. Des aspects de la gestion humaine, de la gestion juridique, de la gestion comptable, être en contact avec son comptable, mettre en mesure des solutions pour piloter la trésorerie, quitte à payer une situation bisemestrielle auprès de son comptable qui va vous facturer 400 ou 450 euros. Il est quand même intéressant de savoir si du 1er janvier au 1er mars 2025, on a gagné de l'argent ou pas. Voilà, donc voilà, c'est un coût. Donc moi, c'est ce que je fais, c'est que j'ai pris des accords avec certains cabinets d'expertise comptable, justement, dans le cadre de dossiers qui pourraient m'être confiés par le tribunal au niveau de la restauration à Paris. Et j'ai pris contact avec des professionnels du droit spécialisés dans la restauration pour qu'ensemble, on puisse intervenir sur tous les segments du métier. Qu'il s'agisse du droit juridique, du droit social, du droit des terrasses, du droit HSCCP, du droit financier, du droit des baux commerciaux, du droit de la construction. Parfois, vous avez un ravalement. Moi, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai eu 6 mois de ravalement pendant mon RJ. 6 mois de ravalement pendant le RJ, où j'ai perdu 30% de mon chiffre pendant cette période-là. Donc quand je vous dis, j'ai eu un incendie, j'ai eu un ravalement, j'ai eu des prud'hommes, j'ai eu un contrôle fiscal, voilà. Et parallèlement, j'avais 14 sur 20 au Goemio, donc quand je vous dis, j'ai tout connu. Et c'est cette expérience que je me propose, moi, de transmettre, de partager. Là, tu as des exemples de restaurateurs, soit que tu as accompagné toi, soit d'autres que tu connais, pour lesquels tu peux nous dire, voilà, il y a une vision positive des procédures collectives et ce sont des gens qui ont réussi à redresser réellement une affaire. C'est-à-dire, pas la céder, pas partir en liquidation, mais grâce à cet oxygène que représente par exemple la période d'observation et puis ensuite l'étalement des dettes, des gens qui ont réussi à relancer leurs affaires. Oui, j'en ai, mais à l'impossible, nul n'est tenu. C'est pour ça que ce message, s'il est écouté par des restaurateurs, je les invite vraiment à anticiper leurs problèmes. Lorsque vous êtes administrateur judiciaire, on peut vous solliciter pour des missions de mandat ad hoc ou de conciliation. Qu'est-ce que c'est une mission de mandat ad hoc? Vous avez un problème avec votre bailleur, vous ne pouvez pas le résoudre seul. Vous faites appel par voie de requête à la désignation d'un administrateur judiciaire qui va prendre une casquette de mandataire ad hoc pendant cette période-là qui peut durer 3 mois. Il va vous facturer à l'heure comme un avocat, mais les honoraires sont négociables. Mais le fait est que si vous avez une vraie difficulté avec l'un de vos partenaires, il peut s'agir de votre banque, vous voulez étaler votre PGE, vous pouvez le faire avec un mandataire ad hoc. Ça va vous représenter un coût, bien évidemment, de l'intervention d'un mandataire ad hoc va représenter un coût pour l'entreprise, mais ne vaut mieux-il pas régler son problème en amont que se retrouver 6 mois après en redressement judiciaire parce qu'on ne peut même plus payer le remboursement de son PGE. Donc moi j'invite les restaurateurs qui ont la capacité, grâce à leur conseil, de demander la désignation d'un administrateur, d'un mandataire ad hoc, de le faire en amont pour résoudre leurs problèmes. Parce que les problèmes, ils n'apparaissent pas comme ça par enchantement. En général, il s'agit d'une accumulation de problèmes qui font qu'à la fin, on se retrouve dans une situation qui parfois est irrémédiable. Donc, évidemment, les personnes, si quelqu'un vient me voir en me disant « Voilà, maître, j'ai 1 million d'euros de passif, je fais 1 million d'euros de chiffre d'affaires,
et j'ai un résultat annuel de 50 000 euros. Le problème, c'est que si vous avez 50 000 euros de résultat, vous ne pouvez pas payer 100 000 euros sur 10 ans pour payer votre million d'euros de passif. Voilà. Donc, pour répondre à la question de Baptiste, j'ai rencontré tout type de personnes en difficulté. Parfois, le passif est tellement important que même si l'administrateur judiciaire est en mesure de vous aider, et même si vous êtes animé des meilleures intentions en tant que dirigeant de l'entreprise, les deux personnes les plus importantes qui sont l'administrateur et le dirigeant ne pourront pas redresser la barre. C'est quasi impossible. Et dans ce cas-là, on tendra vers malheureusement un plan de cession. Voilà. Donc moi, si j'ai fait ce métier-là, c'est parce que je veux absolument obtenir les 10 ans de plan pour l'ensemble des dossiers qui me sont confiés. Parce que je l'ai connu, moi, lorsque j'étais de l'autre côté, lorsque j'étais entrepreneur, entre guillemets, défaillant, puisqu'on peut le dire ce que l'on veut, mais lorsque vous rentrez en procédure collective, il y a une certaine défaillance. Vous êtes retrouvé en état de cessation des paiements, peu importe les raisons. Le fait est que pour le législateur, vous êtes un débiteur, vous êtes quelqu'un qui a, à un moment donné, s'est retrouvé en difficulté, peu importe les raisons, que vous soyez bon gestionnaire ou pas, que vous ayez perdu un marché. Par exemple, il y a des restaurateurs qui du jour au lendemain se retrouvent avec 30% de chiffre d'affaires en moins, parce que France Télécom, qui représentait peut-être 50% de leur chiffre le midi, a déménagé, s'est retrouvé en banlieue. Voilà, des cas comme ça, on en trouve. Un ravalement, alors que vous avez 6 mois de ravalement, vous perdez encore 30% de chiffre d'affaires. Voilà, vous perdez un prud'homme à 150 000 euros. Vous êtes obligé de vous placer sous la protection du tribunal. Il y a 50 raisons qui peuvent justifier l'ouverture d'une procédure collective. Mais en tout état de cause, un redressement judiciaire, ça se prépare. C'est sûr. Parce que est-ce qu'il y a des stats sur le taux de redressement et par rapport au taux de faillite, en fait, par rapport au taux de liquidation? Oui, on a ce taux, mais une personne qui va se retrouver en redressement judiciaire et qui va obtenir un plan de continuation qui va durer plus de 2 ans, c'est peut-être même pas 5%. Ok. Voilà. Donc, il y a une dernière chose sur laquelle je voudrais qu'on revienne sur ces questions des difficultés et du fait de rebondir, parce qu'on a beaucoup parlé... Et c'était important de tous les mécanismes juridiques à l'œuvre, en fait, et face à ces difficultés. Mais je pense que forcément, ton parcours de vie, tu es bien placé pour le savoir. Il y a aussi une forte dimension psychologique quand on traverse ces difficultés. Il y a des associations d'ailleurs aujourd'hui qui se sont spécialisées pour accompagner les dirigeants qui connaissent, qui font face à ce type de difficultés. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, à la fois sur comment est-ce qu'on retrouve la force de rebondir? Comment est-ce que toi, par exemple, tu as eu cette force-là, alors avec cette reconversion très particulière qui est la tienne, et nous parler aussi un peu de ce milieu associatif qui accompagne les dirigeants en difficulté. Je pense que c'est vraiment un point important. Avec plaisir. Alors, pour juste faire le lien avec ma reconversion, en 2010, je perds tout. Je me retrouve donc au RSA, donc une période très difficile. J'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'a très aimante, et des amis qui m'ont soutenu pendant de nombreuses années. Et lorsque je leur ai présenté mon projet en 2015 à la faveur de la nouvelle loi Macron qui permettait justement à une personne de devenir administrateur judiciaire s'il remplissait les 2 conditions qui étaient d'être collaborateur pendant 5 ans chez un administrateur judiciaire et être titulaire d'un master ALED, donc administration et liquidation des entreprises en difficulté, que j'ai suivi moi, que j'ai eu la chance de suivre chez le professeur Lecor à Nice pendant 2 ans en alternance. Eh bien, je me suis donc reconverti en 2015. Donc de 2010 à 2015, j'ai fait du conseil auprès des sociétés en difficulté dans le monde de la restauration pour pouvoir subvenir à mes besoins. J'ai été directeur également d'une structure, d'un restaurant français qui était une concession dans le parc de Saint-Cloud. Donc j'ai fait plusieurs choses pour subvenir aux besoins de ma famille, mais en 2015 je me suis reconverti, donc j'ai intégré l'étude de maître Philippe Blériot à Bobigny et j'ai appris mon métier en tant qu'administrateur judiciaire pendant 7 ans, avant de m'installer en juillet 2024 à Paris. Mais comment on fait pour tout le monde est malheureusement, nous ne sommes pas tous égaux. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de résilience en vous, si vous n'avez pas du soutien psychologique de votre famille,
de votre femme, ou de votre conjointe par exemple. Si vous n'êtes pas bien entouré, si vous n'avez pas cette bienveillance autour de vous, c'est très difficile. Moi, ce que j'ai pu faire, je suis le seul administrateur judiciaire en France, et je te le confirme, Baptiste, à avoir été restaurateur pendant 18 ans, avoir connu à la fois le succès, puisque j'ai fait partie des 3 meilleurs restaurants italiens de Paris. Bon, c'est pas rien. Et lorsque j'ai commencé à faire de la pizza, je suis devenu la 3e meilleure pizza de Paris également. Vous voyez, donc, le talent, vous pouvez en avoir, mais le talent, vous n'allez pas très loin si vous n'êtes pas entouré. Et c'est la même chose lorsque vous voulez rebondir. Pour rebondir, il faut être entouré. Quand vous voulez être un grand restaurateur ou quelqu'un qui a une très bonne réputation, il faut des bons collaborateurs, c'est aussi simple que ça. Et il faut se battre. Mais il faut être entouré de personnes compétentes dans tous les cas de figure. Là, au niveau du rebond, moi j'ai pu rebondir parce que j'ai cette force qui est la mienne intérieure, j'ai cette chance-là. Bon. Et parce que j'avais vécu un échec qui était pour moi d'une extrême injustice. J'ai tout perdu sans malentendu et je ne supporte pas l'injustice. Donc je me suis battu et c'était une revanche sur la vie que de rentrer dans une profession qui est la plus fermée de France, puisqu'encore une fois nous sommes que 165, et quelque part faire un peu un bras d'honneur, si vous me permettez l'expression, au système pour leur dire voilà, on a droit au rebond, et quand bien même on a pu rencontrer des difficultés dans sa vie passée, le législateur a fait en sorte qu'on puisse rebondir. Donc le droit au rebond, il est universel. En France, il est plus difficile de rebondir qu'aux États-Unis par exemple, parce qu'aux États-Unis, on aime ce type de profil comme le mien. En France, il est vrai que vous êtes frappé du sceau de l'infamie pendant de nombreuses années, parce que pour pouvoir créer une entreprise et pouvoir se développer, vous avez besoin des banques. Or, les banques, si elles connaissent votre passé d'entrepreneur défaillant, elles ne vont pas vous prêter avant un certain nombre d'années. Donc, c'est ça qui est difficile à vivre. C'est que, quand bien même vous soyez planté, c'est qu'au départ, c'est difficile de se remettre en question et de recouvrer la confiance de vos partenaires. Et quand je dis partenaires, ce n'est pas les fournisseurs. Vous avez certes planté peut-être vos fournisseurs en tant que restaurateur, mais les fournisseurs, vous en trouverez toujours. Les banques, c'est un peu plus difficile quand vous êtes marqué du sceau de l'infamie. Bon, alors avec la loi de Hollande, parce que je crois que c'était en 2014 ou 2013, je crois, de mémoire, il avait permis justement d'effacer une partie de ce qui a pu du passé du dirigeant défaillant. Mais les banques, sachez-le, elles ont toujours le moyen de vérifier, etc., etc., etc. Et puis maintenant, avec les réseaux sociaux, Google, etc., vous tapez Gaëtan Matrulo sur Google, vous allez trouver SRL et le Fra Diavolo, c'est sûr. Mais moi, je ne le cache pas. C'est une de mes forces qui fait que lorsqu'on me confie un dossier, j'interviens, j'ai beaucoup d'humanité dans mon approche, il y a beaucoup d'accompagnement pour justement soutenir le dirigeant en difficulté, pour l'épauler, parce que j'ai vécu ce qu'il a vécu. Et c'est vrai, je vous confirme, je suis le seul en France à avoir vécu ça. Donc, je ne dis pas que mon profil plaît, et c'est un euphémisme quand je vous dis ça, parce que dans mon ordre, au Conseil national, ils n'ont jamais apprécié ce type de profil, parce que pour eux, je serais toujours quelqu'un qui a failli, puisque eux-mêmes, sortant de la fac et ayant embrassé une carrière juridique, n'ont jamais connu l'échec. Mais ils n'ont jamais été entrepreneurs. Mais ça tu vois, Gaëtan, c'est ce que j'allais dire, c'est moi qui ai connu simplement l'université et le métier d'avocat juste derrière, je trouve que c'est précisément la richesse des conversations qu'on peut avoir et celles qu'on a aujourd'hui, c'est que tu as connu la vie de l'entrepreneur. Et j'ai l'impression que souvent les entrepreneurs, finalement, on leur demande, il faut être assisté, tu lui dis, d'avocat, d'expert comptable, de financier, etc. Mais qui quelque part sont des gens qui sont des prestataires de services qui sont extrêmement précieux, du moins je l'espère pour les entrepreneurs, mais qui d'une certaine manière ne connaissent pas forcément le quotidien de l'entrepreneur et du moins les difficultés auxquelles il peut faire face. Et là, ce que je trouve vraiment très riche dans l'entretien qu'on a, c'est que ce sont des choses que tu as connues de l'intérieur, et en particulier la question des difficultés. Et ça, je pense que c'est très précieux pour les gens que tu accompagnes, parce que tu sais ce qu'ils vivent en fait, tu comprends. Bien sûr. Et parce que je ne supporte pas l'injustice, il est vrai que je tombe sur des dossiers parfois qui,
où je vois des choses aberrantes, comme un détournement d'actifs qui a été organisé par un dirigeant. Là, je ne parle pas de la restauration, puisque là, on pique dans la caisse, c'est différent. Mais j'ai eu la chance de m'occuper de petites structures à taille humaine avec 3 employés, où l'employé a créé une autre structure et avait pris 80% du chiffre d'affaires de son employeur il est devenu concurrent direct avec l'accord des clients de la société. C'est énorme. Alors quand vous voyez des choses comme ça, je peux vous dire que moi, étant vraiment... moi je ne supporte pas toute forme d'injustice. Donc ce qui fait que je vais faire preuve de zèle. Et je me suis battu à ses côtés et j'ai fait plier, pour ne pas les citer, une des plus grandes structures en téléphonie française et une des plus grandes structures en boissons pétillantes du monde. Voilà. Parce que j'adore, moi, être au secours du petit contre le puissant qui écrase le petit. Ça, j'ai toujours adoré. Voyez. Donc, pour rebondir, c'est le cas de le dire, sur le monde associatif qui permet d'accompagner les entrepreneurs en difficulté. Alors, moi-même, à titre personnel, j'ai voulu faire du pro bono, c'est-à-dire m'occuper de sociétés en difficulté qui n'avaient pas les moyens de recourir à l'intervention d'un administrateur judiciaire ou à l'intervention d'un avocat. Du coup, petit aparté, comment tu te rémunères du coup? Parce qu'une société qui est en redressement, sur le papier, elle n'a pas forcément du coup les fonds. Comment c'est prévu la rémunération? Alors, les auxiliaires de justice, qu'il s'agisse de l'administrateur judiciaire et du mandataire, puisque nous sommes tous les deux, en règle générale, désignés par voie de jugement, donc nous sommes les deux faces de la même pièce. L'administrateur intervient pour assister le dirigeant dans le cadre de sa restructuration, mais est également désigné un mandataire judiciaire qui est donc un confrère, mais qui ne fait pas le même métier que nous, qui est là pour représenter les créanciers. Il vérifie les créances qui sont déclarées par les créanciers dans le cadre de l'ouverture de la procédure collective, puisque le passif étant gelé, il faut examiner tout le passif. Donc ça, c'est le métier du mandataire judiciaire. Et le cas échéant, si on bascule en liquidation judiciaire, parce qu'un plan de cession a été déterminé, a été validé par le tribunal de commerce, le mandataire, dans 9 cas sur 10, est désigné, change de casquette, il n'est plus représentant des créanciers, d'accord, pour contrôler les créances, il devient liquidateur. Voilà. Okay. Donc tous deux, nos deux métiers, nous percevons des honoraires qui ne sont rémunérés par la société dont on s'occupe, c'est-à-dire que nous serons toujours payés, on est certain d'être payés, nous, lorsqu'on s'occupe d'un dossier en redressement judiciaire, puisque les frais de justice priment sur l'ensemble des créanciers. Ce qui est un peu normal, parce que si on devait intervenir à titre gracieux, personne ne ferait un métier pour ne pas être rémunéré. Donc il faut bien que quelqu'un nous rémunère. Ce n'est pas l'État qui nous rémunère, c'est l'entreprise qui est en difficulté, quoi qu'il arrive. Okay. Pour revenir à mon propos précédent, moi j'ai toujours voulu faire du pro bono pour remercier la Providence d'avoir bien accepté que je fasse partie du monde des administrateurs judiciaires, parce que je suis de culture chrétienne, et donc il y a cette charité, vous savez, c'est dans d'autres cultures, je vais rendre l'appareil, et il est normal que je remercie la Providence. Et dans mon métier, on ne fait pas de pro bono par définition, parce que c'est mal vu, parce que ça pourrait le mal interpréter, parce que on est un métier qui est très bien rémunéré, on est peut-être la profession la mieux rémunérée en France après les notaires, et donc beaucoup de confrères qui pratiquent, qui exercent la même profession que moi, ne sont pas favorables à la mise en place de pro bono, parce qu'il y aura toujours cette pensée qu'il y a une contrepartie quelque part. Or, la contrepartie, vous pouvez très bien faire les choses sans contrepartie. Et pour éviter de me retrouver dans ce genre de conflit et de discussions interminables, de logorée avec mes confrères et avec mon ordre, par-dessus tout, j'ai décidé de rentrer dans une association qui s'appelle SOS Entrepreneurs. Et cette association, qui est composée d'une vingtaine de membres en France, puisque cette association
à un moment donné, a été mise en sommeil, et là, elle a été réactivée par un homme qui s'appelle Patrick Texier, et qui est un homme exceptionnel et qui veut vraiment donner tout son savoir-faire et son savoir-vivre également, et pour contribuer à permettre aux entrepreneurs en difficulté qui n'ont pas les moyens de solliciter l'intervention d'un avocat ou d'un administrateur judiciaire, justement de leur permettre de rebondir. Alors comment on procède dans ce type d'association? On crée une convention d'intervention, et notre cible à nous, ce sont les entreprises quand même qui emploient des salariés. Alors notre format, c'est plutôt une société avec un dirigeant en difficulté qui n'a pas les moyens même de payer son expert comptable. Donc des gens qui sont vraiment au bout du bout, juste avant qu'ils basculent en liquidation judiciaire. Et notre domaine d'intervention, c'est ces petites sociétés. Alors parfois on a affaire à des sociétés qui emploient 4 ou 5 personnes, et des dirigeants qui ont besoin d'aide et qui n'ont pas les moyens de recourir à l'intervention d'un avocat ou d'un conseil, quel qu'il soit. Donc on intervient à titre gracieux, on donne de notre temps, de notre expertise, et chaque membre de notre association SOS Entrepreneur a une spécialité. Vous avez des anciens directeurs commerciaux, vous avez des anciens experts comptables, vous avez un avocat, un juriste, vous avez un administrateur judiciaire qui les a rejoints, maintenant ça fait 1 an et demi, etc., etc., etc. Beaucoup de ces personnes, de ces membres, de ces adhérents sont à la retraite et interviennent, et on se partage les missions sur toute la France. Voilà. Donc il existe des associations qui vous permettent de rebondir. Alors après, il y a 60 000 Rebonds, qui est une entreprise, une association vers laquelle nous basculons les dirigeants pour lesquels nous n'avons pas réussi à trouver de mesures de restructuration, puisque lorsqu'on nous les accompagne, parfois, lorsque nous les accompagnons, nous leur proposons des tableaux Excel qui nous permettent de piloter pas leur trésorerie, mais de leur mettre en place un système qui leur permet de mieux gérer leur boîte, de mieux identifier les foyers de perte, puisque nous avons des anciens financiers, des financiers de haut vol qui appartiennent à notre association, et on leur permet de mettre un peu d'ordre dans leur gestion pour favoriser l'éclosion, favoriser la pérennité de leur entreprise. Et une fois que la mission est terminée, on en ressort, mais tout se fait par voie de convention pour que justement on puisse intervenir. Il n'est pas rare que nous intervenions auprès de certains de leurs partenaires, et pour cela il faut qu'on ait une certaine légitimité. Voilà. Mais il existe d'autres associations comme l'APESA, et l'APESA c'est une association qui est présente dans la France entière et qui permet d'être au secours de l'entrepreneur qui éprouve qui rencontre de très graves difficultés. Et ça peut être là un soutien moral dont ils ont besoin pour essayer de rebondir, pour leur insuffler de la confiance, de l'espoir surtout, et leur expliquer qu'un échec, ce n'est pas une fin de soi, ce n'est pas insurmontable, même s'il est vrai qu'en France c'est difficile, il faut le reconnaître. Donc souvent ce sont des missions, le rebond nécessite un accompagnement, moral. Il faut qu'on soit près des dirigeants qui sont en difficulté pour justement afin qu'ils puissent reprendre confiance en eux, puisque ils sont eux-mêmes le maître de leur propre maître, le maître de leur destin. On peut les aiguiller, on peut les mettre sur la bonne voie, mais c'est à eux de parcourir ce chemin. On ne fait que les accompagner. Il faut leur faire comprendre que tout est possible. Et moi, ce que j'aime lorsque je participe à des colloques, lorsque j'évoque la situation avec des dirigeants qui sont en extrême difficulté, je leur parle de ma propre expérience. Et je leur dis, vous voyez, j'étais au RSA en 2010, et en 2022, je suis devenu administrateur judiciaire, qui est le métier le plus fermé en France. Donc, tout est possible. Et moi-même, j'ai eu le droit au rebond.
C'est ça. même si ça a été mal apprécié par mes confrères ou par certaines personnes de l'ordre, parce qu'on part du principe qu'on est un métier d'élite. Alors on est un métier d'élite parce qu'il y a l'ensemble de mes confrères ont le cerveau bien fait. Ils ont suivi de très bonnes études, ils ont suivi des cursus scolaires, certains sont même brillants. Parfois ils deviennent administrateurs judiciaires parce que leur père, leur oncle l'ont été dans une vie passée. Mais nous suivons des formations permanentes justement pour qu'on puisse accompagner au mieux les entrepreneurs en difficulté, et on est là pour les accompagner aussi, pour leur faire comprendre qu'ils ont droit au rebond également. C'est très important, et ça avait été un magistrat très connu sur la place de Paris et fort apprécié par l'ensemble des magistrats de la place de Paris et par de nombreux journalistes, par de nombreux administrateurs ou mandataires judiciaires, qui s'appelait Stéphane Almacéanou, a parlé en 2016 déjà de ça dans une chronique du droit au rebond. Et c'est fantastique d'avoir des magistrats qui ne sont pas là pour mettre au pilori, clouer au pilori les dirigeants qui se retrouvent en difficulté. Parce qu'ils transmettent avec les gens de ma profession cet espoir. Voilà. Et on essaie de transmettre cet espoir, faire comprendre aux dirigeants qu'ils ont le droit au rebond. Voilà. Et que l'échec va les renforcer par la suite, pour la suite de leur développement. Certains, après, décident de rentrer dans le salariat ou d'y retourner. Et d'autres se battent parce que c'est dans leur ADN. Être entrepreneur, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Merci Gaëtan. Au niveau du droit au rebond et des associations qui c'est quand même un message plein d'espoir. C'est qu'il n'y a pas de... Bien sûr. Et c'est poignant de t'entendre parce que c'est du vécu et c'est très beau de voir cette force qui t'a toi permis de rebondir, et c'est très inspirant. Voilà, c'est le cas de le dire. Écoutez, j'espère que voilà, ce qu'il faut retenir de positif, c'est que évidemment on peut se battre, et des personnes sont là surtout pour accompagner les personnes en difficulté, et que voilà, seul c'est difficile. Il est vrai que seul c'est difficile. Nelson Baptiste, voilà, il faut avoir un projet, et il faut que les personnes qui composent ce projet soient des personnes qui ont confiance en la personne en difficulté, qui sont bienveillantes, qui vont donner toute leur expertise pour justement accompagner le dirigeant en difficulté, et faire en sorte qu'il puisse trouver sa voie, parce que parfois des entrepreneurs se trompent, mais découvrent que ce n'était pas leur voie. Je me suis encore occupé là, il y a 2 jours, dans le cadre de SOS Entrepreneur, d'une personne. Je me suis rendu compte que voilà, même avec toute la meilleure volonté du monde et mon intervention permanente ou quotidienne, il n'y avait plus rien à faire. Il a dit, voilà, je me suis trompé, j'ai cru que je pouvais devenir entrepreneur, et je vois que ce n'est pas fait pour moi. Donc on va le suivre, on va lui proposer d'autres voies pour rebondir. Voilà, faire en sorte de soutenir dans l'élaboration de son CV pour reprendre un poste au sein d'une entreprise, voilà, et de devenir salarié. Mais au moins il aura tenté. Il aura tenté. Bien sûr, bien sûr. Vraiment, merci beaucoup Gaëtan pour ce riche échange. Et écoutez, puis vraiment un grand merci à toi, et à très bientôt. Baptiste, écoutez, bonne fin de journée. Ta question, on conclut sur ta spéciale, sur la note de cuisine quand même. Oui. Sinon, ce serait pas restauration et inspiration. Gaëtan qui nous a beaucoup parlé quand même de ce restaurant gastronomique. Alors, on l'a vu sous toutes ses coutures administratives, mais comment ça se passait dans les fourneaux? C'est quoi, Gaëtan, ton plat préféré? Ce que t'aimerais, voilà. Si d'ailleurs, si on n'avait pas été chacun dans notre bureau, oui, tu t'avais invité à manger à ta table, qu'est-ce que tu nous aurais cuisiné?
Alors, moi, j'ai été formé par un chef napolitain, puisque j'ai été formé par plusieurs chefs, qui m'a donné quelques petites techniques pour faire à la fois le risotto aux fruits de mer ou, par exemple, les spaghettis aux palourdes. Bon. Mais j'ai par ailleurs d'autres amis qui ont travaillé dans les trois macarons Michelin en France et en Italie, qui m'ont appris aussi à faire certains jus. Donc, difficile de dire. J'ai une dizaine de plats, mais j'ai aussi une culture française, puisque ma mère étant française, elle nous a élevés évidemment un peu à l'italienne de par les origines de mon père. Mais il est vrai que j'aime beaucoup tout ce qui tourne autour de la pâte. Et si Giovanni Passerini a l'occasion de nous écouter un jour, qui est selon moi le plus grand chef italien à l'heure actuelle en France, et peut-être parmi les meilleurs en Europe, je le salue parce que j'ai la chance de déjeuner souvent chez lui, et je vous invite à aller déguster ses pâtes, parce que il n'y a pas meilleur endroit pour manger des pâtes à Paris, et il saura répondre à toutes vos attentes, parce que c'est un grand chef. Moi je reste un restaurateur qui a appris avec des personnes étoilées, certes, donc j'ai une certaine compréhension du produit, j'ai une certaine technique, et puis j'envoyais peut-être 100 couverts en semi-gastro avec un commis en cuisine. Donc évidemment, je sais envoyer, je sais présenter des assiettes, mais je suis ouvert à toutes les cuisines du monde. Alors j'ai une préférence pour la cuisine italienne, j'ai eu la chance de faire quelques étoilés cet été à Naples, et je me suis rendu compte que entre la simple restauration gastronomique et le monde de l'étoilé Michelin, il y a un saut quantique. Quand je dis quantique, c'est quantique. Mais pour répondre, moi je sais faire toutes sortes de plats issus de la cuisine pauvre, qu'elle soit napolitaine ou calabraise, etc. Tout ce qui est autour du poisson, j'aime beaucoup également. Mais la cuisson de la pâte et l'association des sauces avec les pâtes, c'est quelque chose d'assez intéressant. Alors, les ossobuco, mais en toute humilité, le meilleur ossobuco que j'ai jamais mangé, et encore une fois, j'ai la chance de faire des étoilés assez fréquemment, c'est celui de ma maman, qu'elle a apprise de mes tantes napolitaines à Marseille. Non, mais vraiment, voilà. Parce qu'elle le fait à la sauce tomate et avec de l'orange. Voilà. Et ben Gaëtan, voilà. C'est celui-ci qu'on aimerait manger. Voilà, la prochaine fois, c'est pour manger cet ossobuco là. Voilà, ossobuco de la mamma avec une pointe d'orange, de zeste de citron et un peu de marjolaine sur la viande. Et ça, c'est le secret. C'est beaucoup plus subtil que l'origan. Voilà. Un grand merci à toi, Gaëtan. Un grand merci.